Nao, Myrtille et Barnabé vivaient dans un immeuble pareil à 100 000 autres, à une exception près. Ces couloirs étaient parcourus de portes magiques qui s'ouvraient sur d'autres mondes. Des mondes qu'ils étaient sur le point de découvrir. Nao regardait les costumes dans la boutique de Madame Bilboquet en soupirant. Il n'arrivait pas à se décider, cow-boy ou indien, Myrtille ou Barnabé. Décidément, ce concours costumé lui posait des soucis. Il y avait plusieurs équipes et il avait fallu que Myrtille et Barnabé choisissent deux camps opposés. Myrtille préférait les cow-boys. Il gagnerait le concours, c'était sûr, selon elle. Barnabé, lui, défendait les Indiens. Il n'y avait aucune raison pour que ce soit toujours eux les perdants. Devant son indécision, Myrtille proposa « Allons faire un tour au temps du Far West. Tu verras comment sont les cow-boys avec leurs lassos et leurs pantalons en peau de vache, et tu les choisiras, j'en suis sûr. » « Non, tu comprendras que les Indiens sont plus intéressants avec leurs super chevaux et leurs coiffes, » le contredit Barnabé. Nos trois amis filèrent donc vers la porte qui menait au Far West et la franchirent. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent devant le panneau d'une ville indiquant « Dalash, 5000 habitants. Devise, vivre grand, penser grand. » Ils avancèrent le long d'une rue poussiéreuse traversée par des boules de virevoltants poussées par le vent. Ils passèrent devant un salon de barbier, un hôtel, quelques épiceries et un saloon. On se serait vraiment cru dans un western s'il n'y avait pas eu un détail particulier. Ils ne croisaient que des enfants en tenue de cow-boy. Myrtille se tourna vers Nao et lui dit « Bon, il n'y a que des enfants dans cette rue. Pour rencontrer de vrais cow-boys, il n'y a qu'un seul endroit, le saloon. » Et s'y dirigea. À l'intérieur, un jeune garçon jouait sur un piano trop grand pour lui. Au bar, un enfant cow-boy se tenait debout sur un tabouret pour atteindre le verre de lait que l'enfant barman lui servait. Nos trois amis s'approchèrent du bar et demandèrent « Bonjour, nous sommes nouveaux par ici. Il n'y a pas de vrais cow-boys? Où sont vos parents ?» Une voix derrière eux les fit sursauter. Ils se retournèrent et virent un mini-shérif les regarder, les pouces dans son ceinturon. « C'est nous, les cow-boys, étrangers !» Il leur expliqua qu'avant, ils étaient des adultes. Le lendemain d'une attaque des Houssapiks, la tribu indienne qui partage le territoire avec eux, ils s'étaient réveillés enfants. Leurs colts ne tiraient plus que de l'eau, leurs fusils, des bouchons. Le whisky était devenu du lait et leurs chevaux des poneys. C'étaient ces satanés indiens qui leur avaient jeté un sort, c'était sûr. Ils étaient sournois. La preuve, ils s'étaient eux aussi transformés en enfants pour leur faire croire que la malédiction les touchait. Barnabé voulut prendre la défense des Indiens quand la shérif adjointe entra avec fracas et cria « Chef, la diligence de marchandises a été attaquée. Toutes les provisions sont éparpillées partout, inutilisables. Le cocher a été assommé avant de voir ses assaillants. Ça ne peut être que les Houssapiks. » C'en était trop pour Barnabé qui s'écria « Mais enfin, vous allez arrêter avec ces accusations idiotes. Vous avez des preuves? Vous avez demandé aux Houssapiks ?» Ses deux amis et le shérif le regardèrent surpris. Ce dernier dit alors « Eh bien, monsieur l'avocat des Houssapiks, si vous veniez avec moi pour voir ça de plus près. » Ils s'équipèrent et suivirent le shérif et son adjointe vers le lieu de l'attaque. Arrivé sur place, tout le monde observa la scène. La diligence était couchée sur le côté, une roue avant était cassée, une malle était éclatée au sol, de même que son contenu. Sacs de farine éventrés, bidons d'huile percés, rien n'était récupérable. Le shérif releva son chapeau et dit « Ces chacals veulent nous affamer, c'est sûr. Ils n'ont même pas pris la peine de voler. Ils ont juste voulu tout saccager. » « Reste à trouver ce qui s'est réellement passé, shérif, » répondit Barnabé. « Oh, je vais vous le dire.
Les Houssapiks ont attaqué la diligence, l'étranger. » Observant la scène avec intérêt, Barnabé remarqua « Le sentier est dans un état lamentable. Il y a des trous et de gros cailloux partout. Franchement, ça pourrait être un bête accident. » « Et le cocher, qui l'a assommé alors ?» lui rétorqua le shérif. « Il ne se souvient de rien. Il a très bien pu s'assommer tout seul en tombant durant l'accident. » C'est alors que Myrtille s'exclama « Là, une plume !»« Les Indiens, ça porte des plumes, Barnabé, non ?»« Ça peut être une plume de n'importe quel oiseau, Myrtille, » défendit Barnabé. « C'est pas une preuve. » Mais le shérif se rangea du côté de Myrtille. « Cette plume est bien portée par les Houssapiks. Elle vient d'un oiseau très commun dans les parages, et ils le chassent pour orner leur coiffe. » Barnabé rétorqua que ça en faisait encore moins une preuve. Si cet oiseau était si commun, cette plume pouvait être là par hasard. C'est alors que l'adjointe s'écria « Là, un morceau de carte. Elle est déchirée, mais on dirait bien le plan d'une attaque. » Ils regardèrent tous ensemble. Plusieurs choses y étaient dessinées. Un soleil, une forêt, un rocher entouré d'un cercle, des flèches, un symbole étrange. « C'est l'emplacement du Roquefort, » souffla le shérif. « Les Houssapiks préparent un mauvais coup. Ils vont se rassembler là pour attaquer Dallach, c'est sûr. Et regardez ces traits. Le 5e lever du soleil. C'est demain. » « Qu'est-ce qui vous dit que ce sont les Indiens qui ont dessiné ce plan ?» s'exclama Barnabé. « Vous reconnaissez ce symbole, vous ?» lui demanda le shérif. « Moi non plus. C'est bien la preuve. » Abasourdi, Barnabé regarda ses amis. Myrtille lui dit « Pour moi, c'est évident. Les Indiens ont toujours attaqué les cow-boys et là, on a la plume en plus. » Nao bredouilla quelque chose, mais sa voix fut recouverte par celle du shérif. « Nous rentrons à Dallach. Il faut absolument se préparer pour cette attaque. » Barnabé protesta. « Il faut aller voir les Houssapiks pour vérifier. Les preuves ne sont pas suffisantes. » Il regarda Myrtille qui semblait réfléchir, et Nao qui, lui, évitait son regard. Il reprit, agacé. « Oh, et puis flûte, je veux en avoir le cœur net. Je vais chez les Houssapiks leur demander des explications. » Et il fila dans la direction du village que le shérif leur avait indiqué au début du voyage. Prise de remords et ne voulant pas l'abandonner, Myrtille se mit à sa poursuite, suivie de près par Nao. Elle se demandait si finalement elle n'avait pas réagi trop vite, juste par esprit de contradiction. En chemin, ils discutèrent de la situation et elle dut bien admettre que les preuves étaient assez légères. Concernant la diligence, il pouvait en effet s'agir d'un pur accident. Mais quand même, cette plume, cette carte... Elle était plongée dans ses réflexions lorsqu'une flèche à ventouse se colla à sa selle. Ils s'arrêtèrent net. Une troupe d'enfants indiens se dressait sur une colline un peu plus loin et leur crièrent quelque chose qu'ils ne comprirent pas. Barnabé sortit un mouchoir blanc de son coussinours et le secoua en criant « Nous venons en paix !» Ils réussirent à expliquer la raison de leur présence. Ils furent guidés au village où le chef les accueillit plutôt froidement. « Vous n'êtes pas de la tribu des visages pâles. Que voulez-vous? Voir le résultat de la malédiction qu'ils ont déclenchée ?» Surpris, nos trois amis expliquèrent que les cow-boys pensaient de leur côté que les Houssapiks en étaient les responsables. Les Indiens leur racontèrent alors que cette malédiction était certainement due au visage pâle, car depuis leur arrivée sur ce territoire, les Houssapiks n'avaient que des ennuis. Sécheresse, pluie diluvienne, disparition d'élan. Et un matin, ils s'étaient réveillés enfants. En même temps, vous avez attaqué la diligence des cow-boys et vous préparez un assaut contre eux demain, dit alors Myrtille. Le chef la regarda complètement étonné. Une attaque? Nous?
Mais ce sont toujours les visages pâles qui nous agressent. Nous ne faisons que nous défendre. » Attendez, vous n'avez pas lancé la malédiction et vous dites ne jamais avoir assailli les cow-boys? Et vous n'avez pas attaqué la diligence? Et vous ne préparez aucun combat demain? Les cow-boys pensent le contraire. Quelqu'un a dû laisser cette carte-là exprès. Nous devons absolument nous rendre au Roquefort. Nous saurons qui essaye de vous faire accuser les uns les autres. Après de longs pourparlers, les Indiens acceptèrent la proposition de nos 3 amis. Barnabé, Myrtille et Nao expliqueraient la situation aux cow-boys. Le lendemain matin, ils se rendirent au lieu indiqué par la carte. Le shérif et ses hommes étaient déjà sur place. Barnabé, Myrtille et Nao s'avancèrent en agitant leurs mouchoirs blancs. « Nous avons pu parler où ça pique? Ils n'ont pas lancé la malédiction. Ils n'ont pas non plus préparé d'attaque aujourd'hui, » dit Myrtille. « Alors pourquoi sont-ils là? Et armés en plus ?» répondit le shérif en descendant de son poney et en redressant son chapeau. « Ils sont venus pour voir qui a préparé cette attaque et vous aider à attraper le coupable. » « Ça sent le piège à plein nez, » persifla le shérif. Il fit signe à ses hommes de se préparer au combat. C'est alors qu'un cri effroyable se fit entendre, un cri de guerre à n'en pas douter. Cela venait de derrière le gros rocher près de la forêt. Les cow-boys attrapèrent leur lasso et filèrent vers le rocher de leur côté. Les Indiens firent de même du leur. Les 2 groupes disparurent dans les bois. À leur retour, Barnabé et ses amis comprirent qu'ils revenaient bredouilles. Malheureusement, les uns comme les autres n'avaient vu que des ombres dans les bois. Pour Barnabé, une chose était sûre, c'était la preuve que quelqu'un d'autre préparait cette attaque. Le chef et le shérif durent admettre qu'ils s'étaient trompés. Ils proposèrent même, au grand soulagement de nos 3 amis, de faire une trêve. Le chef et son sorcier allaient partager le calumet de la paix en chocolat avec les cow-boys. Le soir, on s'installa autour du feu, on croqua dans le calumet et on parla. Les 2 camps se rendirent compte qu'ils n'étaient pas capables de se souvenir de la première fois où ils s'étaient battus, ni de pourquoi ils l'avaient fait. Tout allait pour le mieux, quand l'adjointe du shérif s'exclama soudain « Mon chapeau! On a volé mon chapeau !» Le sorcier s'écria presque au même moment « Mon paquet de plantes de la paix! Il n'est plus dans mon sac !» Les 2 camps s'échauffèrent. Les cow-boys dirent que l'ombre qu'ils avaient vue dans les bois portait une coiffe indienne, alors que les Indiens étaient sûrs que c'était un chapeau de cow-boy. Chaque camp accusa l'autre de l'avoir dupé. Certains commencèrent même à se battre. Le shérif cria alors, pour couvrir le bruit, « J'en ai assez des mensonges et des traîtrises. Nous réglerons ça, ici, demain, au lever du soleil. Venez avec vos meilleurs hommes. Le vaincu devra quitter le territoire. » Le chef accepta et les Indiens partirent, furieux. Myrtille remarqua que quelque chose avait changé chez ceux qui s'étaient battus, mais elle ne sut dire quoi. Le shérif les regarda et leur dit « Quant à vous, je vous tiens à l'œil jusqu'à l'aurore. » Le lendemain matin, les 3 amis regardèrent, dépités, les cow-boys partir se battre. Le shérif leur avait ordonné de rester en ville. Myrtille avait toujours cette drôle d'impression que les enfants qui s'étaient battus la veille avaient changé. Elle les regarda de plus près et comprit. Mais oui, ils avaient rajeuni. Elle expliqua sa découverte à ses amis. « Ils deviennent de plus en plus jeunes à chaque fois qu'ils se battent. S'ils continuent comme ça, ils vont redevenir des bébés et ils ne pourront même plus s'occuper d'eux-mêmes. Il faut l'expliquer aux 2 camps. Mais comment faire ?» Nao, tout triste, dit « Et dire qu'hier, ils ont failli être amis. Tout ça à cause d'un inconnu qui voulait attaquer on ne sait même pas qui. » Barnabé lui répondit « Oui, au moins ils s'étaient alliés. » Myrtille s'exclama « Mais oui, vous avez raison.
On va leur créer un ennemi commun. Un truc qui leur ferait peur. Je ne sais pas, moi. Une machine, tiens. Une machine araignée robot géante. On rassemble tout ce qu'on trouve, je donne un petit coup de pinceau magique et hop, on a notre monstre. On leur explique que ça va tout détruire, ils combattent la machine, je brise mon sort et ils font la paix. Alors, ils ramassèrent tout ce qu'ils trouvèrent, des planches, des cailloux, des morceaux de fer rouillés, et les assemblèrent de manière à créer une machine effrayante. Myrtille lança son sort, et même si la machine était bancale, elle était effectivement convaincante. Une machine de fer et de bois avec des pattes d'araignée et une tête de pieuvre. Ils partirent à dos de poney, poursuivis par la machine que Myrtille téléguidait avec son pinceau. Barnabé était en tête et hurlait « Au secours! Un monstre géant arrive! Il va tout détruire !» Les deux camps, sur le point de commencer leur bataille, regardèrent derrière Barnabé et ouvrirent des yeux énormes. Il arriva à la hauteur du shérif et du chef et leur dit, affolé, « Nous connaissons ce genre de monstre. L'un d'entre eux a failli détruire notre monde. » Le chef et le shérif lui demandèrent d'une seule voix, « Comment l'avez-vous vaincu ?»« En unissant nos forces. » À ce moment-là, la machine qui s'était approchée donna un grand coup de patte dans leur direction. Ils l'évitèrent de justesse. Barnabé jeta un regard surpris à Myrtille qui arriva au galop et lui expliqua « Je ne la contrôle plus. Elle va vraiment tout détruire. Il faudrait la faire tomber. Elle se casserait toute seule. » Pendant ce temps, Nao regardait les cow-boys essayer de lancer leur lasso pour attraper les pattes du monstre de fer, mais leur poney était trop lent. Ils ne pouvaient pas s'approcher assez près sans risquer de se faire toucher. Ceux des Indiens étaient plus rapides, mais ils ne pouvaient rien faire avec leurs flèches à ventouses. « J'ai trouvé. Il faut que les cow-boys montent sur les poneys des Indiens. Ils pourront s'approcher assez pour lancer les lassos et faire dégringoler la machine. » Après avoir écouté l'idée de Nao, le chef et le shérif firent passer les ordres à leurs hommes. Ainsi associés, cow-boys et Indiens encerclèrent la machine et après quelques tentatives, réussirent à la faire s'effondrer. C'était fini. Ils avaient gagné, ensemble. Ils sautèrent de joie et se prirent dans les bras. C'était la première fois depuis très longtemps que cow-boys et Indiens se félicitaient ainsi. À cet instant, un tremblement de terre se fit ressentir. Une fumée suffocante les enveloppa, puis un vent glacial se leva. Une fois la fumée dissipée, ils étaient redevenus adultes. Une forme humaine apparut au sommet du roc fort et dit « Je suis l'esprit de Pied Gentil, le sorcier de la tribu des Patoutous. Cette tribu passait son temps à faire la guerre et cela l'a mené à sa perte. Avant de disparaître à mon tour, j'ai jeté un sort à ce territoire. Tous les membres des tribus qui chercheraient à se faire la guerre redeviendraient des enfants jusqu'à ce qu'ils apprennent à vivre pacifiquement. Car des enfants, ce n'est pas censé faire la guerre. À vous, il aura fallu beaucoup de temps. Mais il semble que vous ayez enfin compris. La malédiction est levée, mais attention, au moindre signe de guerre, rien ne dit qu'elle ne retombera pas sur vous. » Sur ces dernières paroles, l'esprit s'évanouit dans l'air. Les Indiens et les cow-boys se regardèrent et se serrèrent la main. Ils vinrent aussi saluer les trois amis, grâce à qui la paix était revenue sur le territoire. Le soir même, ils découvrirent que la plupart des choses qu'ils se reprochaient étaient en effet dues au hasard. La diligence, c'était bien un accident dû à l'état de la route. La carte retrouvée était celle d'un zoologue amateur qui l'avait perdue. Elle indiquait le jour et le lieu où il aurait pu observer un troupeau d'élans. Troupeau d'élan qui fut pris pour le mystérieux inconnu du Roquefort.
l'ombre de leurs cornes pouvant passer de loin pour des coiffes d'Indiens ou des chapeaux de cow-boys. Avant que Nao, Myrtille et Barnabé ne repartent, les deux camps leur offrirent à chacun 2 beaux costumes et leur promirent de ne pas s'accuser les uns les autres sans vérifier les preuves. De retour chez eux, Myrtille proposa de porter une moitié de costume d'Indien et une moitié de costume de cow-boy et de créer leur groupe rien qu'à eux. Les cow-boys et les Indiens super copains. Ils ne gagnèrent pas le concours, mais ils étaient heureux. Pour eux, ils portaient les meilleurs costumes du monde, ceux de l'amitié. Il était une fois une très méchante petite poulette. Allez savoir pourquoi, elle avait toujours été méchante. À peine sortie de l'œuf, alors qu'elle n'était encore qu'une petite chose ébouriffée, elle s'était attaquée aux autres poussins de la couvée. Puis, elle s'en prit aux autres animaux de la ferme, tirant la queue du chien endormi, saupoudrant de cailloux la moulée de la truie. Depuis, son mauvais caractère ne s'était pas démenti. Il n'y avait pas, à des kilomètres à la ronde, de petites poulettes plus odieuses ni plus prétentieuses. Un jour, la petite poulette surprit une conversation entre la vache et le cochon. « Il paraît qu'il y a un loup qui a déménagé dans les environs. » chuchota la vache, l'air effrayé. « Vraiment ?» dit le cochon en ouvrant de grands yeux ronds. « Il s'est installé dans la maison abandonnée, près de la voie ferrée. On dit même qu'il l'a entièrement rénovée. » Un loup, pensa la petite poulette. Enfin, un ennemi à ma hauteur. Je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Parole de méchante petite poulette. En fait, c'était un vieux loup à la retraite qui n'avait pas chassé depuis des années. Comme tout le monde, il achetait son gigot au supermarché. Le jour, il allait se balader, repeignait sa maison et faisait des mots croisés. Il lisait beaucoup, surtout des histoires de loups, se couchait tôt et menait une vie paisible et bien rangée. La petite poulette se mit à faire le guet à Le lendemain, elle attendit que le loup ait quitté sa cuisine pour y pénétrer par une fenêtre entr'ouverte. Comme la table était mise pour le déjeuner, elle eut l'idée de remplacer le sucre par du sel dans le sucrier. Puis, elle grimpa sur une poutre du plafond et attendit. « Pouah !» s'écria le loup à la première gorgée de café. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais il ne s'émut pas outre mesure, croyant s'être trompé en remplissant le sucrier. La petite poulette, juchée en l'air, riait dans ses plumes. Au retour, repensant à sa journée,
la petite poulette se dit qu'elle s'était bien amusée, mais qu'un déguisement ajouterait un peu de piquant. Il lui fallait un costume digne de ses exploits, qui suscite le respect et sème l'effroi. Elle dénicha un vieux chiffon qu'elle noua autour de son cou, puis se confectionna un masque en carton. Dorénavant, elle ne serait plus une banale petite poulette, elle serait la vengeresse masquée. Dans les jours qui suivirent, la petite poulette multiplia les attaques. Elle se contenta tout d'abord de petits actes malicieux sans gravité, semant le désordre dans la bibliothèque du loup, cachant ses lunettes et ses clés sous un coussin du canapé. Le loup commença à s'inquiéter. « C'est sans doute l'âge. Je devrais peut-être consulter. » Le jour où il découvrit ses pantoufles dans le réfrigérateur à côté du beurrier, le loup céda à la panique. « Si je reste une seconde de plus dans cette maison, je vais devenir fou !» s'écria-t-il en sortant précipitamment de chez lui. Mal lui en prit, car la petite poulette l'attendait dans le détour. Le matin même, elle avait tendu un mince fil de fer au milieu du sentier que le loup empruntait tous les jours. L'animal, perdu dans ses pensées, ne vit pas le fil de fer et trébucha et se releva un peu étourdi. « Voilà qui explique tout », se dit-il, en examinant le piège qu'on lui avait tendu. « Aurais-je un ennemi ? Moi si gentil ?» La petite poulette, cachée dans un buisson, gloussait de satisfaction. Rentré chez lui, le loup trouva une carte bien en vue sur le guéridon de l'entrée. « Qui peut bien être cette vengeresse masquée ?» se demanda le loup en considérant la carte. « Et pourquoi s'en prend-elle à moi, qui suis pourtant si charmant ?»« Gare à vous, le loup, la vengeresse masquée !» Après réflexion, le loup se rappela qu'il n'avait pas toujours été un modèle de gentillesse dans sa jeunesse. Il avait déjà volé et dévoré quelques moutons, il est vrai, mais personne n'est parfait. Il lui était arrivé aussi de faire une razzia dans quelques étables et 2 ou 3 porcheries. La vengeresse masquée était peut-être une vache enragée ou une énorme truie. Le loup dormit très mal cette nuit-là. Il rêva qu'une brebis justicière sans pitié l'avait ligoté à son lit et lui faisait subir le supplice des chatouilles sous les pieds. Guili, 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 guili. Vache, truie ou brebis, ça suffit, rugit le loup au saut du lit. Il ne s'était pas fâché depuis si longtemps qu'il en fut lui-même surpris. Fou de colère, il déchira ses vêtements et poussa un long hurlement. Ouh! Il se sentait aussi féroce et sanguinaire que dans le bon vieux temps. Puis, le loup rampa sous le balcon et attendit en grognant la vengeresse masquée. Bientôt, la petite poulette arriva en jacassant, toute heureuse à l'idée du nouveau tour qu'elle allait jouer. Le loup bondit
saisit la poulette par les pattes et la considéra avec stupéfaction. « Une poule !» s'esclaffa-t-il. « Une misérable petite poule !»« Je ne suis pas une simple petite poule !» protesta la petite poule offusquée. « Je suis la vengeresse masquée, la terreur du poulailler. »« Eh bien moi, dit le loup, je suis le grand méchant loup. » Ce disant, le loup retrouva son appétit d'antan et ouvrit la gueule très grand. Si grand qu'il en perdit ses fausses dents. Surpris, le loup laissa tomber la petite poulette, qui en profita pour s'emparer du dentier, puis s'échappa en criant. « Tu ne m'attraperas pas, vieux loup édenté. Je suis plus intelligente, plus rapide et plus méchante que toi. » On raconte alors que le loup fut si humilié de sa déconvenue qu'il déménagea très loin le jour même et qu'on ne le revit plus. « Je l'ai bien eu, ce loup !» se réjouit la petite poulette après avoir regagné la sécurité du poulailler. En considérant fièrement son premier trophée, elle se demandait déjà qui serait sa prochaine victime. Un animal plus féroce ou plus rusé? Telle était la question. Voyage à travers l'histoire. La vieille maison en briques de Storyville semblait encore plus mystérieuse ce jour-là. Mia, Ben, Emma et Lucas, 4 amis inséparables, étaient en train d'explorer le grenier poussiéreux. Lucas découvrit un vieux livre relié en cuir sous un tas de vieux vêtements. Mia s'exclama. « Regardez ce livre, il a l'air vraiment ancien. » Elle le prit dans ses mains et souffla la poussière qui l'enveloppait. Les pages jaunies semblaient prêtes à se désintégrer. Ben observa attentivement le livre et demanda. « Tu crois que c'est un grimoire magique ?» Lucas rit. « Probablement pas, Ben. Ça ressemble à un vieux bouquin poussiéreux. » Emma, curieuse comme toujours, dit. « Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. » Elle ouvrit le livre délicatement. Les pages se mirent à briller d'une lumière mystérieuse et les 4 amis se retrouvèrent soudainement projetés dans un tout autre monde, sans savoir ce qui les attendait. Les enfants atterrirent brusquement dans un paysage préhistorique. Des fougères géantes s'élevaient autour d'eux et un énorme brachiosaure les dépassait de loin. Mia, les yeux écarquillés, balbutia. « Mais on dirait que nous sommes à l'époque des dinosaures !» Ben, toujours aventureux, s'exclama. « C'est incroyable! Regardez ça! Des vrais dinosaures !» Emma, prudente, dit. « Restons calmes, nous ne savons pas ce qui nous attend par ici. » Soudain, un petit dinosaure à plumes vint vers eux. Il ressemblait à un vélociraptor, mais plus amical. Il poussa des petits cris et les enfants eurent l'impression qu'il essayait de communiquer. Lucas, en inclinant la tête, dit « Je crois qu'on doit le suivre. »
suivirent le dinosaure à travers une jungle préhistorique, découvrant un monde fascinant rempli de créatures gigantesques et de plantes exotiques. Leur aventure commençait à peine et ils ne savaient pas encore où les mènerait cette époque pleine de mystères. Après avoir tourné une autre page, les amis se retrouvèrent sous un ciel étoilé au bord du Nil à l'époque de l'Égypte ancienne. Ben, émerveillé, dit « Nous sommes en Égypte. Regardez les pyramides !» Mia observa les gens habillés en tunique et chapeau conique. « C'est comme si nous étions dans un film historique. » Emma remarqua un groupe d'enfants qui écrivaient sur des tablettes d'argile. « Regardez, ils sont en train d'écrire en hiéroglyphes. » Un jeune garçon égyptien s'approcha d'eux, souriant. Il parla dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, mais avec des gestes, il leur montra comment dessiner des hiéroglyphes sur de l'argile. Lucas, en train de sculpter une figurine, demanda « Comment font-ils ça sans stylo ni crayon ?» Le jeune Égyptien expliqua « Nous utilisons des roseaux taillés comme des pinceaux. C'est ainsi que nous écrivons depuis des millénaires. » Ils passèrent leur journée à apprendre les coutumes égyptiennes, à explorer les marchés animés et à admirer les monuments anciens. Cette époque égyptienne était remplie de merveilles et ils étaient impatients de voir où les mènerait leur prochaine aventure à travers le livre magique. Hop, ils tournèrent une autre page. Le tourbillon magique les emporta à nouveau, les déposant dans une place pavée entourée de bâtiments ornés de statues et de fresques. Les costumes colorés de la Renaissance italienne étaient partout. Ben, ébloui, dit « C'est comme si nous étions dans un tableau de Léonard de Vinci. » Mia pointa vers un jeune artiste qui travaillait sur une toile. « Regardez, cet homme peint comme un maître. » Le peintre s'approcha, souriant, et en italien, il se présenta. « Je suis Leonardo. Vous êtes les bienvenus dans notre Florence artistique. » Emma, fascinée, demanda « Pouvez-vous nous apprendre à peindre comme vous ?» Leonardo hocha la tête et avec des gestes habiles, il leur montra comment mélanger les couleurs, comment tracer des lignes douces et comment capturer la beauté de la nature. Lucas, en train de peindre un paysage, s'exclama « C'est incroyable! Nous sommes en train d'apprendre à peindre de l'un des plus grands artistes de tous les temps. » Ils passèrent des jours à créer des chefs-d'œuvre, à explorer les galeries d'art et à s'immerger dans la créativité de la Renaissance. Chaque moment était une découverte et le livre magique continuait de les surprendre avec de nouveaux mondes à explorer. La prochaine page du livre magique les propulsa dans une scène chaotique. Ils se trouvaient au milieu d'une ville minière en pleine effervescence. Des hommes barbus en salopette s'affairaient partout, tandis que des chariots transportaient des blocs de roche. Mia, étonnée, s'écria « On dirait que nous sommes au temps de la ruée vers l'or !» Ben, levant une pépite d'or, dit « Regardez ce que j'ai trouvé !» Emma remarqua un groupe d'hommes assis autour d'un feu de camp. « Ils ont l'air épuisés. Demandons-leur ce qui se passe. » Lucas s'approcha et dit «
Salut, nous sommes de passage. Que se passe-t-il ici? Un homme barbu leur expliqua avec un accent robuste. Un homme barbu leur expliqua avec un accent robuste. Nous recherchons de l'or, les amis. On creuse, on pioche, et on espère trouver de la fortune sous terre. Mia demanda. Pouvons-nous essayer? Les mineurs leur prêtèrent des outils et leur montrèrent comment creuser. Les amis se mirent au travail, découvrant la dure réalité de la recherche d'or. C'était une époque difficile, mais ils apprirent l'importance du travail acharné et de la persévérance, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire. Un autre tourbillon mystérieux les emporta et les déposa sur le pont d'un navire en pleine mer. Des drapeaux à tête de mort flottaient au vent et l'air était rempli de l'odeur salée de l'océan. Ben, avec un sourire audacieux, s'exclama. « Nous sommes sur un bateau de pirates !» Mia, inquiète, observa l'équipage éclectique. « Ces pirates ont l'air dangereux !» « Ces pirates ont l'air dangereux !» Emma, curieuse, demanda à un marin. « Pouvez-vous nous dire où nous sommes ?» Le pirate, un peu étonné, répondit. « Vous êtes sur le Black Pearl, en plein âge de la piraterie, mes amis !» Lucas, jetant un coup d'œil sur le trésor scintillant, dit « Ce trésor est incroyable !» Le capitaine, surnommé Redbird à cause de sa barbe écarlate, s'approcha. « Bienvenue à bord, jeunes aventuriers. Vous êtes prêts à vivre une vie de piraterie ?» Les enfants apprirent à manier l'épée, à grimper dans les mâts et à naviguer sur les mers tumultueuses. Ils découvrirent la camaraderie et l'excitation de la vie de pirate, même si elle comportait son lot de dangers. La page suivante du livre magique les mènerait-elle vers une autre aventure audacieuse? Le prochain tourbillon les déposa dans une ville en pleine ébullition. Des cheminées crachaient de la fumée, des trains sifflaient et des usines bourdonnaient d'activité. Ben, intrigué, dit « Nous sommes dans une époque de machines et d'industrie ?» Mia, en observant les ouvriers, remarqua que « Ils ont l'air occupés. Voyons si nous pouvons en apprendre davantage. » Ils s'approchèrent d'une usine où un jeune inventeur nommé Thomas travaillait sur une machine étrange. Lucas demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Thomas, enthousiaste, répondit « C'est une machine à vapeur. Elle va révolutionner le monde. Permettez-moi de vous montrer comment elle fonctionne. » Emma, fascinée par les engrenages et les courroies, dit « C'est incroyable, toutes ces machines !» Thomas les emmena dans une visite de l'usine où ils découvrirent comment les inventions de l'époque transformaient la société. L'ère industrielle était un mélange de progrès passionnants et de défis à relever, et les amis étaient ravis de faire partie de cette époque unique. Où les emmènerait le livre magique ensuite? Le tourbillon magique les transporta une fois de plus, et cette fois-ci, ils se retrouvèrent dans un endroit très différent. Autour d'eux, des engins spatiaux s'élevaient vers les étoiles, et la Terre semblait une petite boule bleue dans l'immensité de l'espace. Ben, émerveillé, dit « Nous sommes dans l'ère spatiale !» Mia, en regardant les astronautes s'entraîner, s'exclama « Regardez-les, ils vont dans l'espace !» Emma, curieuse,
demanda à un astronaute une combinaison spatiale. « Comment faites-vous pour vivre dans l'espace ?» L'astronaute, flottant légèrement, répondit. « C'est tout un défi. Nous nous entraînons dur pour cela. Venez, je vais vous montrer comment fonctionne la gravité zéro. » Lucas, en train de flotter dans la cabine, dit. « C'est incroyable, nous sommes sur le point de quitter la Terre. » Ils assistèrent à un décollage de fusée et à des expériences en apesanteur. L'exploration spatiale était un mélange d'excitation et de défis scientifiques. Et les amis étaient impatients de voir ce que leur réservait la prochaine page du livre magique. Le voyage à travers le livre magique les ramena doucement à leur époque d'origine. Ils se retrouvèrent dans la chambre de Mia, entourés de poussière de voyage dans le temps. Mia, en touchant la poussière qui flottait dans l'air, dit « Nous sommes de retour chez nous. » Ben, regardant autour de lui, ajouta « Nous avons tellement appris durant notre voyage. » Emma, en souriant, dit « Chaque époque était unique et nous avons rencontré des personnes incroyables. » Lucas, en regardant le livre magique, s'exclama « Ce livre nous a offert des aventures inoubliables. » Ils s'installèrent sur le sol de la chambre, se remémorant leur voyage à travers le temps. Chaque époque avait été une expérience unique, une fenêtre sur le passé et le futur. Le livre magique reposait désormais à côté d'eux, prêt à les emmener dans de nouvelles aventures quand ils le souhaiteraient. Les 4 amis se sont réunis autour du livre magique dans la chambre de Mia, l'air pensif. Ben, en regardant le livre, s'exprima. « Ces aventures étaient incroyables, mais que faisons-nous maintenant ?» Mia lui répondit. « Le livre est toujours là. Nous pourrions continuer à voyager dans le temps. » Emma ajouta. « Mais nous avons aussi beaucoup appris sur notre propre époque. » Lucas, en caressant le livre, dit « Peut-être que nous devrions garder le livre en sécurité pour l'instant, pour ne pas perturber davantage l'histoire. » Ils décidèrent ensemble de ranger le livre dans un endroit sûr, sachant qu'il était une porte vers d'infinies aventures temporelles. En fin de compte, ils avaient compris que le véritable trésor était leur amitié et les expériences partagées. Le livre magique restait un mystère, mais ils avaient tout le temps du monde pour le découvrir. Un chapitre à la fois. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. À bientôt. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule